En plein milieu de la Russie, au printemps, le Redout transforme le lac Baïkal en piège mortel. Et la brume glaciale qui en émane annonce un voyage éprouvant pour ceux qui vivent là, au village de Rolotnaïa. Ils partent ravitailler les éleveurs de rennes, des évenques, tout comme eux, isolés sur les hauts plateaux sibériens. Dimitri est le seul chauffeur de la région à accepter de faire ce voyage éprouvant. Cette année, il doit livrer rapidement 600 kilos de nourriture. L'hiver a été tellement rude que personne n'a pu aller ravitailler les bergers depuis 6 mois. Il y a de la farine, du sucre et du riz. Tout ce dont ils ont besoin pour tenir jusqu'à l'été. Si on part pas tout de suite, la route va devenir impraticable. Dans quelques jours, la fonte des neiges va transformer la piste en marécage. Pour rallier le campement des bergers évenques, ils n'ont que 65 km à parcourir. 65 petits kilomètres qui peuvent leur prendre des semaines. Ils vont affronter l'enfer blanc sibérien. Dès la sortie du village, Dimitri est confronté à sa première embûche. On arrive à la rivière Gassan. Ça va être dur. Il fait beau et la glace est devenue extrêmement fragile. Je ne sais pas comment on va passer. Ici, la glace est suspendue. Entre la glace et l'eau, il y a un espace vide. Le camion peut tomber. L'eau a fait fondre la glace par-dessous. Ici, en hiver, il y avait une grosse croûte de glace qui commence à fondre. Elle semble solide. Ici, le camion pourra passer. On va passer par ici. Ouais, non, plutôt par là. Il y a un trou là. Il faut passer à fond. L'angoisse de Dimitri, calé au milieu du pont de glace. Fragilisé par la fonte des neiges, ces 80 cm d'épaisseur ne supporteraient pas très longtemps les 10 tonnes du camion. Si le passage de la rivière s'est effectué sans encombre, c'est peut-être grâce à cette télé. Car en Sibérie, mieux vaut un dieu assis devant le petit écran qu'un dieu occupé à déchaîner les éléments contre les voyageurs. L'endroit ressemble à une décharge. Pourtant, c'est l'un des lieux les plus sacrés de la région. Tous ces objets incongrus sont en fait des offrandes destinées au dieu Burhan. C'est la fontaine de jouvence. Selon la légende, le dieu Burhan aurait rendu cette source insensible au gel afin que chaque voyageur puisse s'y désaltérer. On s'arrête ici pour prier, faire des ablutions et surtout faire un vœu en jetant une pièce. L'eau est potable, elle n'est jamais recouverte de glace. C'est un endroit béni. Après la bénédiction des hommes, celle de la machine. Pour faire fuir les mauvais esprits, Yura, le copilote, enfume le camion avec de l'encens sacré. C'est pour que tout se passe bien, pour qu'on puisse arriver là où on doit aller. Grâce à cette prière, on va éviter la casse et surtout les trous. Ce lieu de culte sert aussi de boîte aux lettres pour un courrier bien particulier. Les chasseurs de la région déposent ici les bêtes trop lourdes à porter sur leurs épaules. Dimitri et ses hommes sont chargés de les ramener au village. Aujourd'hui, c'est une peau d'ours. Ah, il est lourd, merde. C'est une sacrée bête. Voilà les traces de balles.
Ici, là. Ce qui est délicieux, ce sont les pâtes. Arrivé à la maison, on va les découper, on va les faire cuire. C'est succulent. L'ours a été tué il y a plusieurs jours. Sa viande a été conservée comme le faisaient leurs ancêtres. La viande est là-bas. Les chasseurs mettent la viande sous la glace pour qu'elle ne pourrisse pas. C'est comme un frigo. Très peu de personnes mangent de l'ours dans la région. La bête se nourrit la plupart du temps de cadavres d'animaux qui contaminent sa chair de parasites. Certains sont mortels pour l'homme. Les Evenks, eux, en consomment. Ils semblent immunisés. À partir de maintenant, la route va devenir infernale. On attaque la montagne rousse. Il y a d'énormes ornières. C'est très profond. On va en avoir jusqu'au cou, là. Depuis le départ, Dimitri ne dépasse pas les 3 km/h de moyenne. Il a peur d'être obligé de dormir dans sa cabine s'il n'arrive pas à atteindre le refuge avant la nuit. Au printemps, les températures flirtent encore avec les moins 20 degrés. Plus bas, dans la vallée, le lac Baïkal. Ce lac gelé, grand comme la Belgique, nourrit de ses poissons la plupart des habitants de la région. L'hiver, la glace atteint par endroits plus d'1 mètre d'épaisseur. Tout le monde peut alors la traverser ou aller pêcher en voiture. Mais au printemps, quand les beaux jours arrivent, la glace se fait plus mince et le lac se transforme en piège mortel. Comme ce jour-là, une équipe de télévision locale filme le remorquage d'une voiture engloutie quelques heures plus tôt. Quand soudain, une deuxième voiture arrive. Malgré les cris d'alerte, son conducteur fonce tout droit vers cette faille. Sur les 2 passagers, un seul survivra au froid. Chaque année, le lac fait plus d'une dizaine de morts. Anatoly a perdu son meilleur ami dans les mêmes circonstances. C'était il y a 3 ans. C'était un gars gentil, un très bon ami. Que la terre soit un duvet pour lui, qu'il repose en paix, au royaume du ciel. Ça s'est passé à 14 km du bord du lac. Il conduisait sa voiture. Elle a glissé à travers la glace. Seuls 2 occupants sur 3 sont sortis. Lui, il n'a pas pu s'extraire de la voiture. Elle s'est enfoncée dans l'eau trop vite, d'un seul coup. On ne rigole pas avec le lac Baïkal. Il est dangereux. Dimitri et son camion sont eux aussi victimes du redout. Quand la neige devient molle, le camion s'enfonce
L'homme et la machine se retrouvent alors face à des murs de neige d'1 ou 2 mètres. La seule technique pour les franchir est épuisante. Il faut les enfoncer. Quand on s'enfonce dans la neige, il faut tout de suite reculer. Car si on s'arrête même un court instant, c'est fini, on est collé. Des heures pour arracher à la montagne quelques kilomètres. Dimitri n'en peut plus. S'il continue d'avancer à cette vitesse, il n'atteindra jamais le refuge avant la nuit. Pour contourner le mur de neige, il n'a qu'une seule solution, quitter la piste et se servir de son camion comme d'un bulldozer. Les arbres, c'est un problème. Ça nous arrache les durites de frein. Ça casse tout sous le camion. Ils peuvent même perforer la cabine par en dessous. Ça m'est déjà arrivé. Les difficultés augmentent avec les kilomètres. La route use les hommes petit à petit. Le stress provoque des tensions entre Dimitri et Yura, son copilote. Ils ne sont pas d'accord sur la route à prendre. Bon, là, il va falloir contourner, là. Là-bas? T'es sûr? Tu veux passer par la droite? Ouais. Bon, attends, écoute-moi maintenant. Prends par ici, s'il te plaît. Parce que sinon, tu vois bien, on va être bloqué, on passera pas. Passe par la droite. Non, par la gauche. Bordel de merde. Va te faire voir. Je te dis que c'est par là. Tu m'écoutes ou tu m'écoutes pas? Cette fois, le camion est immobilisé. Il est complètement bloqué. Il repose sur ses essieux. Accroche le treuil, s'il te plaît, je vais le dérouler. Et tire dessus pour le tendre. La difficulté, c'est d'arriver à sortir ce câble. En l'accrochant à un arbre, mon treuil va nous sauver. C'est bon, Dimitri. L'avant du camion est prisonnier de la boue. Pour l'en sortir, il faut le faire reculer à l'aide du treuil. Chez nous, il y a un proverbe qui dit « Avance pour la patrie ». Jusqu'à la nuit. À 22h30, le sort s'acharne sur Dimitri et ses hommes. Burhan, le dieu des Evenks, ne semble pas vouloir leur porter chance. Le camion s'est embourbé une nouvelle fois.
et un arbre s'est encastré sous le châssis. Ah, j'en ai marre, merde! 23 heures. Le treuil ne sert plus à rien. La température est tombée sous la barre des moins 10 degrés. La neige s'est durcie. Le camion est prisonnier de la glace. Bordel de merde. À minuit, le thermomètre a encore chuté. Il indique maintenant moins 20 degrés. Il n'y a plus rien à faire. À bout de force, l'équipage se prépare à passer la nuit dans le camion, sauf Yura. Écoute, Dimitri, au moins, le moteur marche. Tu pourras mettre le chauffage. Je vais revenir demain avec une motoneige et des hommes. Allez, Dimitri, repose-toi bien. Bon, j'y vais. Pour rejoindre le refuge, Yura va parcourir 10 km à pied, au milieu des ours et des loups. Dieu seul sait si je vais y arriver. Peut-être que je vais être obligé de dormir dehors dans la forêt. Après 5 heures de marche par moins 20 degrés, Yura retrouve les secours. Mais personne ne veut prendre le risque de retourner là-bas en pleine nuit. Les hommes partiront demain matin à l'aube. Le lendemain matin, Yura et les secours foncent vers Dimitri, le camionneur embourbé. En traversant la forêt, seul et à pied pour aller chercher de l'aide, Yura a risqué sa vie. Pour rien. Quand il arrive, Dimitri est déjà sorti d'affaire. Ce matin, il fait beau, la neige a fondu et les roues se sont libérées de leur étreinte de glace. Le village se trouve à 35 km et la route comporte encore de nombreuses épreuves. Voilà, c'est bon. On va pouvoir se dégager. Et pourquoi Dimitri choisit de passer par l'endroit le plus large de la rivière? Il va passer avec beaucoup d'élan. Il est dingue! C'est risqué. Il y a de l'air là-dessous. Il y a un trou. Ah, je suis pas sûr que ça passe. Hein. Sa crainte se confirme, la température chute brutalement de 10 à moins 20 degrés. Regarde, il est déjà tombé 10 cm. 10 cm. On va mettre des branches sous les roues. Dimitri et ses hommes sont bloqués sur la pente de cette montagne, leur dernier obstacle. Elle semble infranchissable. Pour l'instant, le camion a à peine avancé de 50 mètres. Il nous en reste encore beaucoup à faire. Une fois, on a mis 3 jours pour passer. 3 longs jours. J'avais embourbé le camion.
On a dû le tirer avec le treuil. On a mis 3 jours pour gravir cette pente. Cette fois-ci, il leur faudra 5 heures d'efforts acharnés pour gravir cette pente. Et après 2 jours de lutte contre les éléments, le village est enfin en vue. On arrive. Je ne pensais pas qu'on y arriverait. On y est. Mes nerfs allaient lâcher. Je n'y croyais plus. On a bien fait de rendre hommage au dieu Borhan. Une dizaine d'hommes vivent ici dans cette ferme du bout du monde. Pendant l'hiver, ils restent isolés, loin de toute civilisation. Cela faisait 6 mois que ces hommes n'avaient pas vu de nouvelles têtes. La farine, le riz, le sucre sont entreposés en hauteur, dans un grenier à grains, bien à l'abri des ours. C'est ici qu'on travaille. Nos rennes sont à une demi-journée de marche d'ici. Il y a 2 bergers pour les garder. C'est Alexei qui doit ravitailler les 2 bergers isolés. Il a vécu toute sa vie là, auprès du lac Baïkal, au milieu des rennes, dans la forêt. J'ai 53 ans. 53 ans. Je n'ai pas de famille. J'ai pas pu en avoir. Régulièrement, Alexei va ravitailler les 2 bergers qui veillent sur les 700 rennes que compte le troupeau. Les Evenks élèvent leurs rennes sur les hauts plateaux sibériens. Hiver comme été, les bêtes y trouvent leur nourriture de base, le lichen. Après 20 km de marche, Alexei retrouve les 2 bergers. Tu nous as apporté des vivres? Oui, j'ai du lait. De la farine aussi? Du sucre? Du sel? Oui, oui. C'est l'essentiel. À peine 12 mètres carrés pour 2, les bancs servent aussi de lit. On va revenir à la maison quand l'été sera là. On sera chez nous. On ira voir les filles et se reposer, prendre du plaisir. On ira aussi se baigner dans le lac Baïkal. C'est un endroit merveilleux. Dans la nuit, l'eau est chaude comme le lait qui vient de sortir du pied de la vache. Il leur reste encore 3 mois à tenir avant l'arrivée de l'équipe d'été. Puis quand l'hiver reviendra, ils reprendront leur place, au milieu de nulle part. Pour eux, être solidaire reste une question de vie ou de mort. Ce cycle immuable de la nature est celui des Evenks.